Donc, on va continuer avec le cœur du sujet et les enjeux. L'éducation joue un rôle crucial autant dans la vie des enfants, des adolescents et même à l'âge adulte. Je ne sais pas pour vous, mais même moi, quand j'étais à l'école, le temps consacré aux études occupait une proportion assez importante dans mon horaire. Par contre, il y a un certain nombre d'obstacles pour les étudiants et étudiantes ou l'entourage d'étudiants et étudiantes ayant une limitation ou un handicap. Parmi ces obstacles, on peut penser au fait que d'obtenir les accommodements nécessaires en temps requis est parfois difficile. Le fait d'obtenir du matériel inaccessible de l'école à temps, ça s'adresse aussi aux parents ayant une limitation visuelle. Il est important de pouvoir lire les informations liées à l'éducation de son enfant. Il y a aussi les délais dans la réception des documents adaptés et le soutien et l'écoute déficient du personnel enseignant ou du directorial. Déjà, ici, est-ce qu'il y a quelques enjeux ou obstacles en particulier qui vous interpellent, que vous aimeriez partager avec le groupe ou d'autres que je n'ai pas mentionnés que vous aimeriez soulever? Je... Non, bah c'est ça, peut-être là je vois pas ton écran partagé, mais peut-être le manque de connaissance du milieu enseignant par rapport aux élèves qui ont des besoins spécifiques, des limitations fonctionnelles. Oui, le manque de connaissances. Parfait, merci. Vous voyez pas mon écran? Non, ben moi je peux pas le voir, je suis à cause de ma limitation visuelle. OK, pardon. Pour ton enregistrement, j'imagine que. Ouais. OK, donc je vais continuer avec une statistique. Selon l'enquête sur les incapacités de Statistique Canada de 2017, seulement 50,9 des Canadiens aveugles ont un diplôme d'études postsecondaires et 35 prennent plus de temps à compléter leur étude. Il va de soi que la limitation visuelle ne devrait pas être un obstacle pour les personnes à atteindre leur objectif scolaire et aujourd'hui, on va tenter de vous donner des outils juridiques pour s'en assurer. Donc là, on va commencer avec une partie un peu plus théorique. On va passer ensemble l'ensemble des différents articles de loi qui protègent les personnes aveugles ou avec un handicap visuel, autant au niveau international, national et provincial. Sur le plan international, il y a la Convention internationale relative aux droits de la personne handicapée, qui est signée par le Canada et le Québec depuis 2018, qui soulève des articles de loi très intéressants vis-à-vis la protection des droits des personnes avec des limitations. Il y a particulièrement l'article 24 de cette convention parce qu'elle est consacrée uniquement à l'éducation. Selon cet article, qui a plusieurs alinéas, les États partis, dont le Québec et le Canada, puisqu'ils ont signé la convention, reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. Donc, l'alinéa 1 de l'article 24 soulève qu'en vue d'assurer l'exercice de ce droit, donc celui d'avoir accès à l'éducation, sans discrimination et sur une base de l'égalité des chances, les États partis font en sorte que le système éducatif pourvoit à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre tout au long de la vie des possibilités d'éducation, la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à utiliser pleinement leur participation à la société. Donc, selon l'alinéa 2 de l'article 24, il soulève que les États partis doivent veiller à ce que, premièrement, les personnes handicapées ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général et que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire gratuit et l'obligation de l'enseignement secondaire. Deuxièmement, les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès dans la communauté où elles vivent à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et également à l'enseignement secondaire. Troisièmement, il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun, donc que tout soit bien adapté à eux. Et quatrièmement et finalement, les personnes handicapées bénéficient au sein du système d'enseignement général de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective. Selon l'alinéa 3 du même article 24 de la Convention,
veut assurer que les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, notamment, premièrement, faciliter l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorées et alternatives. Il faut aussi qu'il veille à ce que les personnes aveugles, sourdes ou aveugles et sourdes, en particulier les enfants, reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation. Donc, maintenant, sur le plan national, donc au Canada, les droits relatifs à l'éducation découlent des bases de la Constitution canadienne, notamment le fait que toute personne a le droit d'accéder à une éducation primaire et secondaire. Donc, c'est aussi un peu ce qui a été soulevé dans la linéa 2 de l'article 24, si je ne me trompe pas, de la Convention internationale. La notion d'inclusion prévue par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est autrefois appelée la Charte québécoise, sous la Constitution canadienne se trouvent les lois provinciales qui permettent de protéger le droit de tous et de chacun. Les bases d'accès à l'éducation sont prévues dans la loi sur l'instruction publique. En gros, il est important de se baser en premier sur la Charte canadienne qui est applicable dans le domaine provincial ou fédéral et dans les litiges contre l'État, autant fédéral que provincial. De son côté, la Charte québécoise est applicable dans le domaine provincial, dans les litiges contre l'État provincial ou des litiges privés, ainsi que les lois que celles sur l'instruction publique afin de reconnaître l'origine de nos droits face à l'éducation. Et maintenant, au niveau provincial, il y a l'article 10 de la Charte des québécoises, qui énonce que toute personne a le droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans discrimination ou exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure où il y a des restrictions par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et l'handicap. Dans la Charte des droits et libertés de la personne, à noter sur le site de CAIG, donc courtier en information juridique, nous lisons au sujet de la discrimination fondée sur le handicap sous le terme de services éducatifs et municipaux. On lit qu'une fois prise la décision d'intégrer un élève handicapé en classe régulière, une commission scolaire ne peut invoquer une contrainte excessive pour ne pas fournir l'accommodement requis, soit la présence permanente d'un pédagogue en classe pour accompagner l'élève. Aussi, un organisme comme une municipalité n'a pas le droit vraisemblablement de refuser tout mécanisme d'enregistrement lorsqu'en raison d'un handicap physique, un citoyen peut prendre ou un citoyen ne peut pas prendre de notes de façon usuelle. Donc, encore au niveau provincial, il y a ce qu'on appelle la loi sur l'instruction publique. C'est une loi provinciale du Québec qui légifère sur le système d'éducation au Québec. Cette loi-là reconnaît formellement le principe de l'intégration scolaire en matière d'instruction publique. Différentes règles et mesures en découlent, dont la politique de l'adaptation scolaire et le plan d'action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Donc, maintenant qu'on a passé au travers des différentes lois, il y a aussi plusieurs recours. Premièrement, il y a le recours à des centres et des services scolaires. En matière d'éducation, il est possible de porter plainte auprès du centre des services scolaires, qui sont aussi anciennement appelés les commissions scolaires. En raison de l'application de la loi sur l'instruction publique, le LIP dont on parlait dans la diapositive précédente, tout établissement scolaire doit mettre en place un service de dépôt et d'analyse de plainte permettant à un individu insatisfait d'une situation ou bien d'une décision de faire valoir son point.
ce processus de plainte devrait être disponible sur le site Internet du centre de service scolaire. Donc, dès que vous sentez qu'il y a un de vos droits qui est bafoué, vous pouvez aller porter plainte sur les centres de service scolaire, sur leur site Internet. Ensuite, il y a le protecteur de l'élève. Si vous êtes insatisfait de l'examen de sa plainte, de la plainte en fait faite auprès des centres de service scolaire, vous pouvez aller consulter le protecteur de l'élève au sein de son organisation scolaire qui sera en mesure d'évaluer à nouveau la plainte en vertu de l'article 220.2, l'alinéa 2 de la loi sur l'instruction publique. Le protecteur de l'élève doit, selon la loi, le protecteur de l'élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner conseil d'administration du centre de service scolaire, son avis sur le bien fondé et la plainte, et, le cas échéant, lui proposer des correctifs qu'il juge appropriés. Finalement, il y a les commissions des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Si toutes les démarches précédentes ne fonctionnent pas, vous pouvez aller porter plainte à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Une fois la plainte reçue, la commission décidera si elle va intervenir. Le dossier peut se régler soit à l'amiable ou aboutir en procédure civile. Il est important de vous informer sur les droits de votre enfant ou sur vos propres droits découlant de la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés pour vous assurer que leur respect pour vous assurer de son respect durant de votre cheminement scolaire. Donc, maintenant, la partie un peu plus théorique terminée. J'ai quelques questions de discussion, donc vous pouvez intervenir. C'est des mises en situation. Donc, l'école de mon enfant m'a envoyé des informations qui ne sont pas accessibles. En raison de ma limitation visuelle, je suis incapable de lire la communication. Qu'est-ce que je peux faire? J'imagine que tu peux demander au centre de service scolaire de recevoir les documents en médias substituts. Oui, mais exactement. Il est possible de demander à l'école même de joindre la documentation en format accessible parce que selon la Charte des droits et libertés, l'école de l'enfant doit accorder une adaptation raisonnable en raison de l'handicap. Ah, c'est ça. Puis si l'école a besoin d'aide, j'imagine que c'est là qu'elle va se tourner peut-être vers le centre de service scolaire. Ouais. Exactement. OK. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu as dit dans ta présentation. Par rapport à l'intégration scolaire, est-ce que la commission est obligée d'intégrer, par exemple, un étudiant, un élève qui aurait une limitation visuelle dans une classe régulière? Est-ce qu'ils ont une obligation par rapport à ça ou ils pourraient dire non, c'est trop compliqué, on n'a pas assez de ressources? De ce que j'ai compris, oui, ils sont obligés. Ça se peut qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un pour accompagner, mais techniquement, il y a le droit à une éducation égale et gratuite et dans une classe avec tout le monde. OK. Véronique, excusez, est-ce que ça applique aussi pour les éducations adultes? Selon la loi, ils ne sont pas obligés. C'est vraiment au primaire et secondaire. Okay. Tout ce qui est adulte ne sont pas obligés de fournir une éducation gratuite et faire. Ils sont obligés de vous aider avec les accommodements. Selon l'article, c'est au niveau international qui dit que c'est tout au long de l'année. Mais l'éducation gratuite est vraiment adaptée avec des accommodements, c'est au primaire et secondaire. OK, d'accord. Nous, on a dépassé ça, malheureusement. OK, donc ensuite, un établissement d'enseignement postsecondaire, mais je ne suis pas visuelle. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça répond un peu à votre question à vous. En fait, c'est un peu votre question à vous. Il y a des pistes de ça.
Mais en fait, on dirait que quand ça coupe, quand j'ai l'impression que le micro de l'autre participant est ouvert, je ne sais pas pourquoi ça doit faire des interférences téléphoniques ou quelque chose. OK, ouais, est-ce que c'est possible de fermer les micros quand vous n'intervenez pas, s'il vous plaît? Je Vous pense que voulez c'est étoile 6 pour couper le micro au téléphone. OK, ça a OK. l'air d'être mieux. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. J'ai été acceptée dans un établissement d'enseignement postsecondaire, mais je ne sais pas quelles mesures je dois prendre pour que ma limitation visuelle soit prise en compte. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben oui, effectivement, c'était la question. Ouais. Ben, c'est ça, tu vas aller regarder, tu vas aller voir dans ton établissement, j'imagine, il y a un service d'aide pour étudiants en situation de handicap. Oui, ben dans le corrigé, en fait, ça dit que tous les établissements scolaires du Québec, incluant les cégeps et universités, ont l'obligation d'offrir des accommodements aux étudiants en situation de handicap afin de respecter leur droit à l'égalité. Mhm. Donc, ça, c'est prévu, c'est vraiment soutenu par la Charte des droits et libertés de la personne. OK. Mais ça mentionne aussi que les établissements comme les cégeps ou le secondaire qui ont leur propre politique, Oui. euh, sont propres à elles-mêmes. Dans le fond, pour avoir accès à de l'aide, il faut faire des démarches autonomes et volontaires, donc vraiment par vous-même, en communiquant avec le personnel des services adaptés de l'institution. Mhm. Vraiment, vous qui devez aller chercher qui devez faire les démarches pour aller chercher les mesures dont vous avez besoin. D'accord. OK. Donc, malgré mes demandes, je n'ai pas reçu les mesures d'adaptation dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, ben, tantôt, tu parlais du protecteur de l'élève, mais ça, c'est plus c'est au niveau primaire, secondaire, là, j'imagine. Euh, En fait, il- le protecteur de l'élève, non, je pense que le protecteur de l'élève, c'est dans toutes les institutions d'enseignement, même postsecondaire. Ah oui, ça serait un peu comme l'équivalent du protecteur du citoyen, mais pour le domaine scolaire. Mhm. Mais ça, c'est peut-être en deuxième recours. Je ne sais plus, en premier Ouais. recours, j'imagine qu'il doit y avoir un service de plainte à l'intérieur de l'établissement. Euh, ben, c'est ça. Si, dans le corrigé, ça dit vous pouvez faire respecter vos droits, donc déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ah, OK. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment s'il refuse, parce que c'est protégé par la Charte québécoise. Donc, s'il mhm. refuse, vous pouvez aller faire une plainte à la Commission des droits de la personne parce que ça va à l'encontre de ce qui est mentionné dans l'article 10 de la Charte québécoise. Donc, Oui. parce qu'ils ont l'obligation d'offrir des accommodements raisonnables aux étudiants et aux étudiantes en situation de handicap. Donc, si malgré les demandes, ils n'acceptent pas, vous pouvez aller à la Commission des droits de la personne. Mhm. Donc, ensuite, mon enfant ayant une limitation visuelle va commencer l'école. Que puis-je faire pour m'assurer que mon enfant reçoive les accommodements nécessaires? Ben, c'est sûr que là, tu vas contacter l'école. Oui, c'est exactement. C'est un peu les mêmes démarches que j'ai mentionnées plus tôt dans la conférence. Premièrement, il faut aller voir le centre de service scolaire. S'il n'accepte pas, il faut aller voir le protecteur de l'élève. Et finalement, en dernier recours, les centres de service scolaire. Parce que c'est ça. Faut
L'article 45 de la loi veut assurer l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire. Donc. Mais à ce moment-là, est-ce que tu sais si les intervenants, j'imagine les intervenants des centres de réadaptation, ils interviennent aussi là-dedans? J'imagine il y a il doit y avoir encore une histoire de plan d'intervention, évaluation des besoins, etc. Là, j'imagine à ce niveau-là, il doit y avoir plusieurs intervenants du réseau de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Ça, par exemple, je sais pas. Voulez-vous me répéter la question? Je vais la prendre en note. Ben, est-ce que justement, quand tu as un enfant qui a une déficience visuelle, il va être scolarisé, ben, effectivement, comme tu dis, il faut contacter le centre de service scolaire, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi des intervenants du centre de réadaptation qui vont être impliqués dans ce dossier-là? OK, ouais. Parce que j'imagine, c'est ça, ces enfants-là, ils vont avoir besoin je ne sais plus comment on appelle ça, mais d'acquérir des compétences comme compensatoires là, à cause de leur handicap. Donc, c'est comment qu'on va faire intervenir les éducateurs spécialisés? Est-ce que ça dépend du centre de réadaptation ou du centre de service scolaire? C'est ça, c'est un peu ça. Je me demande comment ça se passe. Ben, sûrement, d'après moi, c'est un mélange des deux. Mm-hmm. Ensemble, ils vont construire en quelque sorte un plan d'adaptation, d'intervention. Mais je vais poser la question puis je vais vous revenir. OK. Et finalement, la dernière question. Le Centre de services scolaires a mis en œuvre un plan d'adaptation pour soutenir la limitation visuelle de mon enfant. Je ne suis pas d'accord avec l'approche du Centre de services scolaires en matière d'accommodement. Qu'est-ce que je peux faire? Ben là, j'aurais tendance à dire aussi que, parce que c'est vraiment le centre de service scolaire, donc est-ce que tu fais intervenir à ce moment-là le protecteur de l'élève ou Oui, exactement. Vous avez le droit de vous adresser au protecteur de l'élève. Puis là, si les démarches ne fonctionnent pas, vous pouvez porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. OK. Parce que selon la loi, les enfants ont droit à une évaluation personnalisée des besoins qu'ils ont. Donc, pour prioriser leur meilleur intérêt et adaptation au milieu scolaire. Donc, c'est ça, c'est vraiment s'adresser au protecteur de l'élève si c'est le centre scolaire qui fournit un. Donc, avez-vous des questions et commentaires avant de terminer? Ben, moi, j'ai une question, mais je vais laisser peut-être l'autre personne si jamais il veut intervenir. Je peux lui demander de réactiver son son. Peut-être parce que c'est par téléphone, mais c'est étoile 6. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est étoile 6 si vous voulez ouvrir votre micro. Puis en attendant, je peux peut-être poser ma question. C'était la Convention internationale là, sur les droits des personnes handicapées. C'est à quel niveau qu'on peut l'invoquer? Parce que je me demande, là c'est sûr, on est au Québec, fait que c'est la Charte québécoise, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, mais cette convention internationale-là, dans quelle mesure elle obligerait le Québec, le Canada? Ça, c'est peut-être une question plus pour une juriste, là, je ne sais pas. Mais je vais la prendre en note, mais moi, j'aurais tendance à vous dire, je vais quand même demander à un juriste, mais j'aurais tendance à vous dire que vu que le Québec et le Canada le signent, ils sont obligés d'y adhérer. Oui, ils sont obligés mais à ce moment-là, comment
on pourrait invoquer cette convention-là? C'est qui aurait le droit d'invoquer cette convention-là? Comment ça se passerait? Est-ce que ça se passe au niveau de... c'est plus ça ma question, là. Parce que j'imagine, nous, en tant qu'individus, est-ce qu'on pourrait invoquer cette convention-là? OK, ouais, je vais poser la question parce que c'est hors de mon champ de compétences, mais je vais vous revenir par courriel. Mhm. Mais c'est intéressant, on a beaucoup de recours au Québec, là. Je trouve que je ne sais pas comment ça se passe dans les faits, là. Faudrait avoir les témoignages de personnes qui ont étudié, voir si tout s'est bien passé ou les personnes qui ont des problèmes, si les recours ont été utiles, mais c'est quand même encourageant de voir qu'il y a tout ça qui est disponible. Oui, qu'il y a des lois qui protègent tout ça, ouais. Oui, puis que non seulement que, tu sais, on a accès, mais aussi on a beaucoup de mesures d'adaptation. Tu sais, pendant le, justement, congrès Point de connexion, là, j'avais assisté à la conférence sur les centres de services là, dans les cégeps, Mhm. ben, pour aider les étudiants, là, pour adapter les documents et tout ça, là. Puis je ne savais même pas que ça existait Ouais. au niveau suprarégional, parce qu'il y en a un dans l'Est, un dans l'Ouest, là, si j'ai bien compris. Donc, je trouve que c'est quand même chouette là, de voir qu'il y a toutes ces possibilités-là. Oui, J'espère mais que c'est ça juste va que amener plus de monde à étudier au post-secondaire. Mais aussi, parfois, en tant qu'individu, même, on... Ah, Allô, Véronique? bonjour. Ah, en voulant me démuter, je me suis raccroché. Ah, ok. Peut-être que je vais pas me muter parce que c'est compliqué quand je démute là. Oui. Oui, OK. oui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raté là. Enfin, j'étais pas là quelques secondes, pas beaucoup. Dans le fond, Laetitia elle a demandé la Convention internationale, dans quelle mesure, puis comment c'est possible de l'invoquer. Est-ce que un individu a le droit de le faire? Donc, c'est une question que Oui, j'ai demandé à un juriste parce que c'est hors de mon champ de compétences. oui. Puis je vais vous revenir par courriel avec une réponse. Vous, aviez-vous des questions ou des commentaires par Euh, rapport à la oui, réponse? oui, Véronique. Parce que moi, je vois, c'est la discussion est surtout pour les enfants. Ça, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais Mhm. ça ne me concerne pas tellement. Mais moi, j'avais une question plus spécifique au niveau du travail. Comme, je sais pas, parce que OK. je pensais que c'était un peu plus que, je ne sais pas si je peux m'élancer là-dessus. Vu que je suis en arrêt maladie, est-ce que pour un retour du travail, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que et il peut te forcer pour retourner si tu as une condition ou j'avais un peu l'enjeu qui en découle de ça. Et aussi, si ou de votre côté, est-ce qu'il y a comme de ressources qu'on peut nous faire nous avoir vu que nous sommes avec INCA ou avec notre handicap comme des ressources de niveau légal qu'on peut aller chercher, on peut trouver facilement et qui est disponible à nous. Voilà un peu ma question. Je ne sais pas si j'étais un peu plus spécifique là, mais si tu as compris un Oui, peu où oui. je vais venir. Oui. Ben, dans le fond, Oui. il y a déjà une conférence sur la défense des droits en, en emploi. Oui. Je peux vous envoyer la documentation si vous désirez. Puis si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me les faire parvenir. Aussi, on a un Oui. programme d'emploi, de réinsertion à l'emploi chez INCA. Je peux vous mettre en contact avec l'équipe si vous désirez. Oui. Par exemple, vous connaissez les noms parce que je connais Euh, un peu les gens qui. il y a Rosie Aki, il y a OK. Aziz et Salma. J'ai oublié. Salma Moudrika. Ah, je connais. Merci. Ah, je connais pas. Ok, d'accord. Oui. Parce que moi, dans la documentation, peut-être j'aurais les renseignements généraux. Mais moi, là, je suis rendu comme un peu plus spécifique. Vous comprenez? OK. Enfin, c'est Ouais, je comprends. pas comme, je sais je sais pas si c'est une solution là, mais un peu pour m'encadrer, pour savoir où je me j'ai aucun problème, mais juste pour mettre dans le bon côté, où je suis quand on suis en discussion aussi, je sais où est mes limites, où est mes droits. Je suis pas comme bafoué ou
je suis en train de transgresser un peu. Je vais au-delà de ce que je ne suis pas autorisé ou je ne suis pas droit d'avoir. Vous comprenez? Juste pour Oui, mettre dans la bonne direction. C'est pas une question que je vais prendre avantage, mais vu que c'est la première fois que je tombe dans cette situation-là, je vais mettre dans les bonnes conditions et sans être pénalisé, aussi sans prendre avantage aussi. Oui. ouais. Mais je comprends, je peux vous envoyer la documentation que j'ai. OK, Aussi, merci beaucoup. Oui. envoyer les informations, les contacts des personnes en emploi parce que je pense que c'est vraiment les Ah, meilleurs excellent. conseils Oui. pour ça. Oui. Si vraiment ça montre courriel, ça va être idéal, si ça ne OK, dérange pas. parfait. Je Je vais vous préfère envoyer un courriel ou les papiers, parce que les papiers, je dois faire la lecture, tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Mhm. Mais en courriel, c'est facile de lire avec les touches là, c'est correct. Oui. Merci Parfait. beaucoup, Véronique. Ça me fait plaisir. Excellent. Oui. Merci. Donc, pour terminer, ben, merci beaucoup de votre écoute, de vos questions. Puis aussi, je vais mentionner que, dans le fond, toutes les formations et toute la défense des droits est possible grâce au soutien de la Chambre des notaires du Québec. Donc, un petit merci à eux, sans qui le projet n'aurait pas pu être possible. Donc, sur Une ça, autre petite question. Est-ce que vous n'avez pas d'autres volets à part celui pour les enfants et vous faites pas d'autres comme des capsules? Là, vous avez pris, c'est gros, là, c'est volumineux, les droits des défenses. ouais. Là, vous avez pris une partie. Est-ce que vous ne faites pas en volet, disons, une autre fois, vous allez parler sur un autre item, sur, je sais pas moi, sur le transport, une fois, je Oui. prends ça comme au hasard, là, hein, une autre fois sur le travail, une autre fois sur la famille, une autre fois sur l'encadrement, une autre fois. Et si on est bien traité, on a tout le support, on a tous les sociaux, on connaît tous nos facilités peut-être on ne sait pas, hein, les facilités qui nous donnaient à côté, à droite, on entend, il faut discuter avec les gens pour savoir. Il y a des fois, moi par exemple, je ne savais même pas il y a des transports adaptés. Et c'est bien après que mon médecin a découvert que j'ai reçu, quand j'étais en retard avec mon rendez-vous, quand je prenais le métro, elle me dit pourquoi je suis en retard. Je dis prenez le métro. Vous savez pas, vous n'aurez pas de prendre le métro, c'est dangereux, vous avez transporté. Je ne savais pas. Là, il a fait appeler la chef infirmière, elle a fait les remplir les formalités, c'est après 2 mois que j'ai eu. Mais c'est ça, les informations ne sont pas parvenues à nous, surtout si nous tombons dans cette catégorie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, vous comprenez? Alors, Ouais. je ne sais pas si en capsule, on peut avoir ça. Ça va être oui. Ben, en fait, il y a des capsules vidéo sur le site web dans la défense des droits, dans l'onglet défense des droits. Okay. Il y a des capsules documents avec des informations juridiques sur 8 sujets différents. C'est les 8 catégories de droits les plus bafoués. Donc, c'est son éducation, logement, transport, la santé, qui est comme un peu l'accès à les lieux publics, donc les centres d'achat, les restaurants. Et il y a aussi les services mentaux. Ah, très bien, très bien. OK, d'accord. Okay. Merci pour l'information. OK, merci. Ben, oui, puis pour avoir travaillé avec Najla, il me semble que Najla, elle a comme un guide de référence. Je ne sais pas, il faudra voir avec elle. Je ne sais pas si elle l'a encore, s'il est toujours à jour, mais il y a un guide de référence justement sur toutes les associations puis les services qu'on peut avoir en tant que personne handicapée visuelle. Ah oui? Okay. Oui. Je vais demander à Najla. Peut-être qu'ils ont organisé une séance, j'ai raté ça. Pas, non, c'est vraiment un guide au format Word, là. C'est vraiment ça. Fait que je pense que vous pourriez l'avoir. Peut-être l'INCR pourrait vous l'envoyer. Oui, mais je vais faire Véronique, la demande à Najla. vous pouvez m'envoyer ça? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que je peux l'avoir? C'est ça pas trop demandé, hein, bien sûr. Non, pas du tout, pas du tout. Prenez votre temps, hein. Il n'y a rien qui passe. Prenez votre temps. Je ne suis pas pressé avec là. Je vais faire. Parfait. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres points? Non, moi j'ai terminé. Merci beaucoup. C'est correct. Non, c'est bon. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Puis, et merci beaucoup, Véronique. C'était une très belle exposé, comme Madame dit là. Oui, j'apprécie. Oui. Bonne continuation. Peut-être on aura une prochaine occasion pour revenir avec vous pour une autre séance. Mais oui, au plaisir de vous recroiser. Oui, et moi je suis